Bienvenue à Conflit, merci beaucoup pour votre fidélité pour nos émissions, que vous nous suiviez en format vidéo ou en format podcast. Et puis, vous pouvez également retrouver Conflit tous les jours sur notre site internet revueconflit.com avec chaque jour des articles inédits et bien évidemment notre magazine, là aussi tous les 2 mois en kiosque. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un président américain dont le nom est resté, Eisenhower, mais finalement, il a parfois un petit peu disparu de l'histoire ou des mentions par des grands présidents américains, occultés peut-être par Roosevelt d'un côté et Kennedy de l'autre. En tout cas, nous allons étudier la vie de cet homme, ô combien important, qui fut le grand général que l'on connaît de la Deuxième Guerre mondiale et ce président américain qui symbolise un petit peu le rêve américain des années 1950. Nous en parlons avec mon invitée Hélène Arter. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue à notre micro. Vous êtes professeur des universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des États-Unis. Vous aviez consacré un ouvrage à Pearl Harbor et puis donc cette biographie de David Dwight Eisenhower. La couverture le voit en général. Évidemment, ce qu'on retient de lui, c'est quand même ce qui a marqué son œuvre. On va commencer par cette partie-là, la partie militaire, et puis après on abordera la partie directement politique, puisqu'il a aussi été ce président pendant 2 mandats que l'on connaît. Eisenhower est originaire du Texas, enfin, sa famille vient du Texas, il est formé dans ce sud, qui à l'époque d'ailleurs était démocrate, aujourd'hui c'est un bastion républicain, mais à son époque c'était un bastion démocrate, et il s'oriente vers la carrière des armes. Est-ce que c'était quelque chose de naturel dans sa famille, c'est de suivre cette carrière qui est tout à fait, enfin, assez classique par les écoles qu'il a fait par la suite? Alors c'est vrai qu'il vient d'une famille de pionniers, plus exactement d'une famille de pionniers qui est mue par des considérations religieuses, hein. Son grand-père ménonite était un chef religieux éminemment respecté qui a quitté la côte Est pour aller s'installer dans le Middle West. Alors, il naît au Texas, mais l'ancrage, c'est le Kansas, hein, qui est un État qui a une tonalité un peu similaire. C'est un État du Sud, de la ceinture de la Bible, mais c'est aussi un État plus ouvert aux migrations, notamment des pionniers. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il est ménonite par l'héritage familial qui remonte au temps des colonies au XVIIe siècle, avec une migration qui vient des terres allemandes. Et puis sa mère devient témoin de Jéhovah à un moment de sa vie. Et donc en fait, il grandit dans un milieu extrêmement religieux et dans une famille qui va faire du refus de la guerre sa ligne directrice. Et donc, vous voyez le premier paradoxe d'une sorte de rupture familiale des origines qui fait qu'il choisit West Point. Alors, soyons honnêtes, quand il choisit West Point, il ne le fait pas avec l'idée de faire une carrière militaire, hein. Ce n'est pas le profil du jeune De Gaulle, mais c'est l'occasion d'avoir des études gratuites, hein. C'est un enseignement supérieur gratuit, West Point. Et puis, c'est une excellente équipe de football universitaire. Et en fait, pour lui, ça permet de cocher toutes les cases, aller dans un environnement de type universitaire pour poursuivre une scolarité, c'est ce qu'on fait dans sa famille, à la génération de ses parents, et puis surtout faire du foot américain. Vous voyez, ça tue un peu le mythe initialement. Voilà. Donc c'est faire du sport et avoir une bonne formation gratuitement. Ouais. Et c'est vrai que donc il y a pas l'idée d'une carrière militaire, d'autant que le rapport à l'armée aux États-Unis dans ce début du XXe siècle est quand même très différent d'aujourd'hui. On est avant les 2 guerres mondiales. Tout donc, à fait. il y a encore la mémoire de la guerre de sécession, surtout guerre civile, surtout dans le sud. Et est-ce que les États-Unis ont des expériences militaires? Alors il y a les Philippines qui ont été conquises, il y a la guerre de Cuba aussi. Oui. Alors, c'est vrai que faire le choix de l'armée, c'est un choix qui est plutôt le choix des gens qui n'ont pas beaucoup d'ambition ou de perspective. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut nuancer, puisque West Point est un cas à part. C'est un formidable outil de reproduction des élites, hein. On pense à MacArthur, dont le père était déjà général, mais aussi de promotion sociale pour des jeunes hommes qui ont à la fois de l'ambition et des compétences, hein. Il faut savoir qu'en fait, on rentre à West Point sur une sorte de concours. Et donc, en fait, West Point choisit les meilleurs d'une génération qu'elle va amener vers une carrière militaire. Mais c'est vrai que
quand on regarde, lorsqu'il rentre à West Point en 1911, très peu d'hommes de sa génération, en fait, vont avoir une expérience militaire, puisque, peut-être qu'il faut le Mmh. rappeler, parce que c'est une évidence pour vous qui avez lu le livre et pour une partie de nos auditeurs, mais quand même rappelons-le, les États-Unis, ce n'est pas un pays de conscrits. Le Mmh. service militaire obligatoire, ça n'existe pas. En fait, c'est une armée de métier et on choisit de faire carrière dans l'armée. Mmh. Et donc, en fait, il fait partie des rares hommes qui ont une expérience militaire en tant que métier dans ces Mmh. années-là. Vous avez rappelé très justement 1898, hein, guerre contre l'Espagne, à Cuba et aux Philippines. Ça a été une guerre de soldats de métier et de volontaires, Mmh. mais pas du tout de conscrits. Donc, vous voyez, c'est une expérience assez atypique, d'autant que lorsqu'on fait West Point à l'époque, quand on sort de West Point, on va être affecté dans un fort militaire quelque part aux États-Unis ou dans une base Mmh. outre-mer, ça peut être à Cuba par exemple, mais vous voyez qu'on n'est pas dans une expérience de l'insertion dans une ville où on croise des gens. Mmh. Pour dire les choses autrement, un Américain des années 1910 croise rarement dans la rue un soldat en uniforme. Mmh. Ce qui n'est pas forcément, nous, notre Ouais. expérience de Français. Oui, on voit bien que le rapport à l'armée ou l'expérience militaire est complètement différente aux Oui, tout États-Unis et à en fait. France. Ça n'a rien à voir. Tout à fait, rien à voir, hein. En fait, l'armée, c'est un choix parce que les pères fondateurs ont considéré que les États-Unis, c'était le pays des libertés Mmh. individuelles et donc on ne pouvait pas obliger un individu à servir et qu'en Mmh. fait, servir son pays devait être un acte volontaire. Et que par ailleurs, on s'en souvient, hein, sur le 1er siècle, il y a une volonté de se tenir à l'écart de l'Europe, Mmh. donc pas besoin d'avoir une armée importante Ouais. finalement, hein. Donc il n'y a jamais eu de service militaire aux États-Unis? Alors si, c'est plus Si. compliqué et j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour un très beau Mmh. colloque qui va avoir lieu début juin à l'IRSEM sur le service militaire. Oui, il y a des moments de service militaire obligatoire qui sont des moments de crise. Mmh. La guerre civile, on voit bien, elle commence en 1861, 1863, aussi bien au nord qu'au sud, on prend conscience qu'on manque d'hommes Mmh. et on rend le service militaire obligatoire. Et puis, de nouveau, en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, il va être nécessaire de mettre en place le service militaire Mmh. obligatoire. Mais pour un Américain, c'est une exception et ça ne doit pas être la norme ni la Mmh. règle. Mmh. Alors, Eisenhower est né donc en 1890, donc il a 27 ans au moment où les États-Unis entrent en guerre, dans cette première guerre mondiale, en 1917. Ouais. Il demande à être affecté en Europe, mais il n'obtient pas sa demande. Il reste sur le territoire américain. Oui, c'est le grand drame de sa vie militaire. Il estime à la fin de la guerre qu'il a raté sa guerre Mmh. parce que finalement il avait envie de combattre. Et puis il a bien conscience que pour sa génération, les hommes vont se définir par l'expérience de la Première Guerre Mmh. mondiale et que lui, il est passé à côté. Alors pourquoi il passe à côté? Ce n'est pas qu'il est un mauvais soldat, tout au contraire, c'est qu'il est un trop bon soldat et que ses officiers supérieurs estiment que ses compétences seront mieux mobilisées en restant au pays, Mmh. avec, pour simplifier, deux grandes missions qu'on va lui confier. La première, c'est de former des officiers parmi les conscrits, hein, puisque cette armée américaine, elle manque de Mmh. cadres en fait, donc il va falloir former ces conscrits les plus éduqués, ceux qui sont passés par l'université à devenir des officiers. Ça, c'est une partie de son travail. Et puis, deuxième mission, sur la fin de la guerre, c'est d'organiser la première école des chars, hein, puisque les Américains, comme les Français et Mmh. Britanniques, ont découvert cette nouvelle arme et qu'ils ont compris qu'il allait falloir former les nouveaux soldats à cette arme. Et Mmh. donc, le voilà en charge de bâtir au sens physique, hein, matériel, cette école des chars dont il va être à l'origine. Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans les années 1920-1930? On va pas parler d'entre-deux-guerres, puisqu'on ne sait Ouais, pas qu'il y aura la Deuxième Guerre non, mondiale, mais il continue sa carrière de militaire, je ne vais pas ouais. dire tranquillement, mais enfin d'officier sans, finalement, classique. Oui, alors je pense que c'est un moment plus important qu'on ne l'imagine. Alors peut-être premièrement parce que c'est le moment de la confirmation pour lui
que l'armée, c'est son métier. Parce que finalement, il aurait pu, à l'issue de la guerre, partir dans le privé. Il a eu des propositions. Il y a beaucoup réfléchi et il considère que voilà, il aime l'armée, il aime servir, et il considère que c'est là qu'il est le plus efficace. Ça, je pense que c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est qu'il va rencontrer toute une série de mentors, de généraux, des officiers supérieurs, hein, qui vont travailler avec lui et vont le former. Hein. Donc il a toute une série de personnages comme ça qui vont traverser sa vie professionnelle, qu'il va suivre au gré des déploiements. Le plus célèbre étant certainement MacArthur, hein, qui est chef d'état-major, et qui va emmener avec lui Eisenhower aux Philippines pour bâtir l'armée des Philippines dans la deuxième partie des années 30. Et puis, peut-être troisième moment important, mais il y en a plusieurs, c'est le fait qu'il soit affecté à l'état-major. On est à la toute fin des années 20, tout début des années 30. Et dans ses fonctions d'état-major, il va apprendre à travailler avec deux acteurs. Le premier, c'est la société civile, et en particulier les élus au Congrès. En clair, on a besoin d'un budget. Comment on fait pour avoir ce budget dans une période où on est en crise, on n'a pas d'argent et l'armée n'est pas une priorité. Et puis, deuxième acteur, c'est le monde de l'entreprise, et notamment les entreprises de la défense. Et donc, comment on travaille avec les entreprises de la défense et comment on commence à penser des plans de guerre au cas où il y aurait une guerre. Donc vous voyez, finalement, c'est un moment extrêmement formateur de sa vie. Vous avez raison, on ne sait pas qu'il va y avoir une guerre qui va suivre, mais il acquiert là toute une série de compétences qui vont être centrales. Et je rajouterai, quatrième élément décisif peut-être, c'est qu'on commence dans les milieux bien informés à connaître son nom. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que les gens savent identifier l'officier Eisenhower comme un officier qui a un certain nombre de compétences. En fait, le grand public ne le connaît pas, les Français ne le connaissent pas, mais les gens qui comptent à Washington savent qu'il y a un officier qui s'appelle Eisenhower qui a un certain nombre de compétences. Voilà. Donc c'est une période pour lui un peu, vous voyez, de l'entre-deux, où il piaffe. Il se dit, je n'irai jamais plus au colonel, voilà, qui est une période finalement où le pays consacre peu de moyens à l'armée, mais qui est en même temps extrêmement formatrice. Il s'est rendu en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, tout à fait. Hein, ça fait partie des originalités du personnage. On vient de le croiser aux Philippines. Il a été déployé à Panama, hein, pour garder le canal. Et puis, il a aussi été déployé en Europe dans l'année qui précède la Grande Dépression. C'est une expérience pour lui qui a été marquante. Hein. Il a vécu 1 an à Paris, dans le 16e arrondissement, avec son épouse, avec leur fils, qui a été scolarisé. Il a traversé la France. Donc, il a une connaissance intime de ce que c'est ce pays. Alors, pourquoi il est en France ? C'est parce que Pershing lui a confié la mission de rédiger un guide des théâtres d'opération de la Première Guerre mondiale et des cimetières militaires. On le sait, hein, il y a un tourisme de mémoire extrêmement important qui se développe, beaucoup d'anciens combattants aux États-Unis. Et donc, ce travail qu'il fait très bien va lui permettre de découvrir ce qu'est la France, ce qui, pour un petit gars du Kansas, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, de comprendre ce qu'est la société française, sa vie politique, ses élites militaires. Donc, c'est quand même un travail qui va lui être utile quand il sera en responsabilité par la suite. C'est-à-dire qu'en clair, il ne découvre pas la France en novembre 1942. En fait, il découvre la France à partir de 1928. Ce qui est assez rare chez les officiers de sa génération. Est-ce qu'on a des éléments sur sa pensée politique par rapport à la guerre civile en Russie, par exemple l'arrivée du communisme et des bolcheviks ? Est-ce qu'il y a des documents qui montrent quelque chose de ce qu'il, par rapport à ce qu'il pourrait penser de ces grands mouvements ? Alors, c'est un homme assez dépolitisé, hein, il faut le reconnaître. C'est assez étonnant pour quelqu'un qui finira par devenir président. Précisant d'entrée de jeu que dans l'entre-deux-guerres, à aucun moment il se dit « je vais être président des États-Unis ».
C'est un profil complètement différent d'un Franklin Roosevelt ou d'un Richard Nixon ou d'un Bill Clinton. Donc, la politique ne l'intéresse pas, il fait son métier de soldat, il ne vote pas, il n'est pas encarté dans un parti. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il est plutôt proche du Parti républicain, hein, parce que son État, le Kansas, penche plutôt vers les républicains, et parce qu'il a un frère déjà bien introduit à Washington qui est un républicain. Donc, si on recoupe les indices, hein, on a plutôt l'impression d'un Américain moyen qui, comme ses compatriotes, s'intéresse pas à la politique étrangère et, somme toute, est un modéré, mais qui penche quand même plutôt vers le Parti républicain et qui se rallie à la candidature de Roosevelt en 1932, un démocrate, parce qu'en fait, on a un peu tout essayé et qu'il se dit que, finalement, pourquoi pas. Alors, Roosevelt qui est resté au pouvoir Oui, longtemps. indéfiniment, quasiment, Indéfiniment. jusqu'à sa mort. Et donc, il y a évidemment la Deuxième Guerre mondiale qui change la donne. Et alors, avant de voir ce qu'il a conduit à l'opération Overlord et comment il a dirigé les choses, Oui. qu'est-ce qu'il va faire lors de l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor? Comment est-ce qu'il est appelé? Est-ce que cette fois-ci, il fait la guerre qu'il aurait aimé faire quelques années auparavant? Alors, quand la guerre commence, donc nous sommes en décembre 1941, et je crois que c'est important de préciser que la chronologie pour un Américain est décalée. Il faut avoir à l'esprit qu'en fait, il se prépare à la guerre depuis septembre 1939. Hein. Il a déjà été mobilisé dans les grandes manœuvres de Louisiane, hein, qui sont organisées dans la période de la neutralité. Donc, il est devenu, il fait partie des officiers maintenant, il est général, et il a bien conscience que la guerre est inévitable, qu'il faut s'y préparer. Et il est partagé, hein, entre cette volonté de combattre, ce qui explique qu'il demande des postes en régiment, et ses officiers supérieurs qui le voient plutôt en état-major, parce qu'ils estiment que dans la guerre moderne, c'est là que les choses se gagnent, en termes de logistique, hein, en particulier, de planification à grande échelle. Et donc, en fait, Eisenhower est rattrapé par la guerre dès le 7 décembre, hein, avec un coup de fil du chef d'état-major, alors pas directement, on s'en doute bien, qui lui demande de venir de toute urgence à Washington, avec pour mission de sauver les Philippines, hein, puisque on sait que les Philippines de MacArthur sont attaquées quasi en même temps que Pearl Harbor. Et donc, il faut imaginer cet officier qui est extrait de son poste en régiment pour être appelé à l'état-major au plus près du chef d'état-major, hein, c'est George Marshall, pour l'aider à penser les plans de guerre. Et donc, son entrée vraiment dans la guerre, c'est vraiment par la question de la planification, hein. Ce que ses chefs voient en lui, c'est pas un Patton qui fait la différence sur le champ de bataille. Vous voyez, c'est pas, en même temps, il n'a pas combattu pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est logique. Mais c'est vraiment l'homme qui va avoir une vision, une pensée, une coordination, et qui va être un officier d'état-major. Et c'est pour ça qu'il est choisi donc, pour l'opération Overlord, parce qu'il a cette capacité de planification. Ouais. Et on suppose aussi des talents diplomatiques pour concilier français, anglais, américain. Ça devait être aussi un peu complexe. Alors, on l'a rappelé, hein, c'est un homme qui a un profil international, c'est-à-dire qu'il a été déployé dans de nombreux pays. Dans le temps préparatoire d'Overlord, d'ailleurs, il est stationné en Grande-Bretagne pour préparer Overlord. Il a combattu avec les Britanniques, puisqu'on se rappelle que le débarquement en Afrique du Nord, c'est un débarquement de plusieurs pays déjà. Puis il a combattu en Sicile, en Italie. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà des succès en matière de débarquement. Et donc, c'est là-dessus qu'on capitalise sur celui qui a déjà réussi. Et puis, vous avez raison, c'est un diplomate. C'est-à-dire que dans des missions antérieures, il a travaillé avec des pays étrangers. On parlait des Philippines, hein, tout à l'heure. Il faut quand même l'imaginer débarquant aux Philippines dans un pays qui a été colonisé, hein. Donc, comment arriver à dépasser le moment colonial pour travailler ensemble. Et on estime que son caractère relativement diplomate devrait mettre de l'huile dans les rouages.
Ce qui n'est pas simple parce que les personnalités auxquelles il est confronté sont quand même formidables, hein. Mm. Churchill, De Gaulle, et parce que lui-même n'est pas si diplomate que ça. Donc c'est un exercice, hein, de la collaboration alliée, de la coopération, de l'interarme, qui va être un peu le défi de sa contribution à la guerre. C'est lui qui choisit le nom d'Overlord? Alors, il y a tout un débat, hein, sur qui choisit. Je crois que là, ça nous ramène à une autre question, qui est la question du politique. Puisqu'en fait, Eisenhower applique des décisions politiques, hein. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Les deux hommes qui décident, c'est Churchill et Franklin Roosevelt. Donc, c'est des décisions du politique appliquées par des généraux en chef, lui-même étant sous les ordres de Marshall. Et donc le choix du nom relève des arbitrages entre les Britanniques et les Américains, et de laisser aux Britanniques l'illusion que c'est eux qui ont encore la main sur les grandes opérations militaires. Et donc c'est un succès, hein, Oui. alors, difficile, mais Oui, enfin un succès. réussi. C'est d'ailleurs impressionnant quand on regarde les cartes, on voit que pendant un mois et demi, les armées alliées piétinent en Oui. Normandie. Puis une fois que le front a cédé, là le territoire, à partir du mois d'août, libération de Paris, le reste du territoire Oui. est très rapidement libéré. Oui, alors je crois que ça nous rappelle quand même qu'entre la mémoire qu'on a des choses et la réalité de la guerre, il y a souvent une marge, hein. On se rappelle peu d'ailleurs que le débarquement en Afrique du Nord a été suivi d'une campagne de Tunisie extrêmement difficile, que les combats en Italie l'ont été tout autant, hein, puisque finalement le théâtre d'opération italien n'est pas sécurisé au moment du débarquement en Normandie. Et donc, en fait, la guerre a une matérialité. C'est-à-dire que c'est un espace de combat, de mort, de violence, de pertes extrêmement importantes, qui va parfois à rebours de la mémoire qu'on en a, hein, sur l'ensemble de ces opérations. Et finalement, on retient très justement la victoire. Mais pour les contemporains qui ont vécu l'événement, c'était très différent. Lui-même, on se rappelle que avant le débarquement, il écrit un texte en disant j'ai échoué, tout est de ma faute, au cas où. Hein. Donc nous, on sait la fin de l'histoire et on sait que ça finit bien, mais que pour ceux qui l'ont vécu, c'était pas exactement ça, hein, et que finalement, il y a eu des revers, les Ardennes en particulier, où son commandement lui-même a pu être interrogé au sein des Alliés, en particulier par ceux qui le trouvent illégitime, car pas assez capé, pas assez expérimenté, et n'ayant jamais combattu. Oui, ça Parce que, restera. C'est quand même voilà, c'est un toujours général qui n'a jamais combattu. Voilà, c'est toujours Pas directement, du moins. c'est toujours le reproche qu'on lui fait de ne pas avoir connu la bataille du feu, de ne pas en avoir eu l'expérience, et donc comment un tel homme pouvait diriger des troupes. Alors ça, c'était vraiment un discours de ses rivaux, pour qui c'était un argument. L'opinion publique, elle, n'y était pas sensible. Et donc là, il se couvre de gloire. Enfin, Oui. c'est vraiment le grand général victorieux, parmi les grands généraux victorieux côté américain Ouais. et côté allié. Si bien que là, ça va être le basculement vers sa carrière politique. On lui propose, pour l'élection de 1948, d'être candidat. Alors, mais côté démocrate, il va refuser. Oui, alors, on lui propose d'ailleurs dès 1944, mais son frère, parce que c'est une fratrie nombreuse, et un de ses frères en particulier, hein, celui qu'on évoquait tout à l'heure, bien introduit à Washington, qui devient président d'université, lui, oh là, attention, ne donne pas l'impression que tu veux être candidat, Franklin Roosevelt va en être mari, et tu vas finir comme MacArthur dans les années 30, exilé sur une terre lointaine. Donc, en fait, on voit bien que dès 1944, on lui propose. En 1948, il est à nouveau approché, mais ça ne l'intéresse pas, hein. Il ne se voit pas en homme politique. Il songe à la retraite. Il va prendre la présidence de l'Université Columbia. En fait, il a d'autres projets. Et c'est en fait la dégradation de la situation internationale qui va l'amener à repenser la chose. Avec une idée assez simple quand même chez lui, c'est que président des États-Unis, c'est la suite de la guerre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ambition politique pour l'ambition politique, mais il se dit on n'a pas sacrifié autant de vies dans la Seconde Guerre mondiale,
pour, au final, faire comme si rien ne s'était passé et laisser nos ennemis gagner. Donc il faut sauver la paix d'une certaine manière en la prolongeant par l'action politique. Il a gagné, il a contribué à gagner la Deuxième Guerre mondiale et maintenant il faut gagner ce qu'on appelle la guerre froide. Oui, et puis, de manière plus large, au-delà de la guerre froide, la place internationale des États-Unis. C'est pas un isolationniste, c'est même un internationaliste. Et donc pour lui, il n'est pas question de revenir à la fin de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis doivent occuper leur place dans le monde. Et il se dit que les candidats sont mauvais. C'est le cas de Truman, qui est en train de perdre la guerre de Corée. Soit sont isolationnistes et qu'au final, parmi ces candidats, il est quand même meilleur qu'eux pour guider le pays dans la bonne direction. Parce qu'il a quand même un petit ego dans tout ça. Alors, il a choisi Richard Nixon comme vice-président, qui deviendra à son tour président. Donc il a eu quand même du flair pour trouver... Alors Nixon, c'est un autre profil. Lui, c'est vraiment un politicien chevronné. Mais ce que je trouve surprenant, c'est de voir que Eisenhower est à la fois très consensuel... Et en même temps, oublié, il n'y a pas chez les Républicains aujourd'hui, la grande référence, c'est Reagan. On voit, mais Eisenhower... et même Nixon qui revient. Oui, même Nixon, effectivement. Alors, Eisenhower, non, alors qu'il est très, très, très consensuel. Peut-être que c'est parce qu'il est très consensuel. C'est-à-dire que quand il se lance en politique, il a aussi un projet, c'est de recentrer le parti républicain, ce que les journalistes appellent le milieu de la route, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le en même temps. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, donc d'être acceptable par le vote démocrate et des gens sans étiquette. Et en fait, le cœur du parti ne veut pas de cette stratégie. Pour lui, être républicain, c'est pas être démocrate. Mais ça fait 17 ans que les républicains ont perdu les élections. Voilà. Et donc, en fait, s'il se rallie à cette candidature, qui d'ailleurs ne va pas de soi, c'est pas l'homme fort du parti. L'homme fort du parti, c'est un isolationniste. En fait, il fait une sorte d'OPA sur le parti que certains n'ont pas vu venir. Mais la base du parti ne se reconnaît pas vraiment sur sa ligne politique. Et donc, ça explique pourquoi, finalement, un républicain classique va peut-être plutôt aller regarder d'autres personnages de l'histoire du Parti républicain. Et puis, la deuxième dimension, c'est qu'il est trop modéré pour ce qu'est devenu le Parti républicain aujourd'hui. Finalement, le parti de Donald Trump ne se reconnaît pas dans un Eisenhower, qui est quand même une sorte d'anti-Trump. Et d'ailleurs, c'est flagrant. Quand on regarde les portraits dans le bureau ovale, on cherche bien parmi les portraits, est-ce qu'il y aurait le portrait d'Eisenhower ? On peine à le trouver. Donc, ça veut bien dire que c'est quand même une vision d'un parti républicain capable de parler aux autres, modéré, qui utilise la force en dernier recours. Faut se rappeler que le président Eisenhower, général 5 étoiles, n'a déployé les troupes en 8 ans qu'une seule fois. Donc voilà, c'est quand même très loin de ce qu'est aujourd'hui le Parti républicain. Et il est président dans ce contexte du macartisme, donc de la lutte contre les communismes à l'intérieur du pays. Donc on pourrait dire paix à l'extérieur, enfin paix à l'extérieur, il y a quand même la guerre froide. Enfin à l'intérieur, ça bouillonne et la société est quand même très tiraillée. Oui, et d'ailleurs, il est élu aussi pour mettre un terme à cela. C'est-à-dire que les mesures anticommunistes commencent en 1946, McCarthy devient le personnage qu'on connaît à partir de 1950. Lui sait qu'il a besoin des voix, des soutiens de McCarthy pour être élu. Il a besoin de l'aile droite de son parti. Mais dès qu'il arrive à la Maison-Blanche, il va faire en sorte de neutraliser McCarthy parce qu'il estime que McCarthy est un danger pour la démocratie. C'est un personnage que lui-même déteste. Ils sont sur deux planètes complètement différentes. Et sa chance, si l'on peut dire, c'est que Staline meurt au printemps 1953. La guerre de Corée va donner lieu à un armistice. Et donc, finalement, pour les Américains, la menace de la guerre froide va paraître moins forte. Et donc, le personnage McCarthy, avec toutes ses outrances, alors, on sait peut-être, il s'est attaqué à l'armée, il s'est attaqué au général Marshall, qui est quand même le mentor de Eisenhower, laisser penser que l'armée était communiste dans les années 50 aux États-Unis, c'est quand même une vue de l'esprit. Donc, tout ça fait qu'il va avoir les cartes en main pour résoudre la question McCarthy,
qui va d'ailleurs être censuré par le Sénat dès 1954. Hein. Donc en fait, finalement, dès la deuxième partie de l'année 1953, McCarthy est un personnage dont l'étoile est en train de décliner, et à partir de fin 1954, c'est plus un sujet. Alors, il est président donc jusqu'en 1961. Il a fait 2 mandats de Ouais. 4 ans. On a l'impression aujourd'hui que c'est un peu leur 30 glorieuses à eux ou leur âge d'or. C'est-à-dire qu'on est avant la guerre du Vietnam, avant le problème des droits, discrimination Mhm. dans les universités. C'est l'Amérique triomphante, les grosses voitures, qui s'impose aussi en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains d'aujourd'hui va regarder ça comme un âge d'or fantasmé ou non? Oh oui, il y a très clairement une nostalgie pour ces années 50, hein, qui sont des années de très grande prospérité, de certitude, hein, c'est-à-dire qu'un Américain sait qu'il a un camp du bien, un camp du mal, qu'il est dans le camp du bien, que ce camp a tous les outils pour réussir, pour l'emporter, que les enfants auront un destin social meilleur que leurs parents. Hein, c'est une époque de massification de l'université. Et donc, il y a une sorte de nostalgie qui fait oublier que, somme toute, ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que finalement, la question des droits civiques est en train d'émerger à partir de 1954. Le Sud résiste tous azimuts. Hein. On a en tête Little Rock en Arkansas en 57. Et donc, on a une société plus divisée qu'on veut bien s'en souvenir, et en même temps, des conditions de vie qui, finalement, sont des conditions sereines pour la plupart des Américains. Et lui vient de ce sud où il y Oui. a donc ces problèmes civiques qui se posent. Oui, alors, d'un sud un peu particulier, hein, puisque le Kansas est le sud sans être le sud, c'est un Middle West qui tend vers le sud, où la question raciale, quand il est enfant, se pose peu, hein, il faut bien l'avoir en tête. Ce qui fait que lui-même n'est pas sensibilisé à ces enjeux et ne le deviendra vraiment qu'avec la guerre, hein, finalement, et avec son expérience d'officier supérieur. Et en même temps, c'est au Kansas, pour le Kansas d'ailleurs, que la Cour suprême en 1954 prend l'arrêt sur la déségrégation à l'école. Donc c'est assez intéressant de se dire que c'est dans l'État où il a grandi que pour la première fois, la question de la déségrégation va se poser pour la Cour suprême de manière aussi évidente. Et donc c'est un homme qui, venant de ce milieu-là, comprend que la déségrégation, ça va pas être simple. Qu'il ne suffit pas que la Cour suprême dise « il faut déségréger l'école » pour que le Sud suive. Et en fait, on voit bien qu'à partir de 1954, il va être partagé entre sa volonté de ne pas brusquer le Sud, parce qu'il se dit « si je brusque, ça va être contre-productif », et un Sud qui lui fait reproche de soutenir cette déségrégation. Vous voyez, c'est toute l'ambiguïté du personnage qui passe pour n'avoir rien fait, ce qui n'est pas le cas, qui aurait pu faire plus, c'est sûr, mais qui va perdre une partie du Sud, hein, puisque, en fait, dans ses projets, c'est de rendre le Parti républicain plus modéré, mais c'est aussi d'aller chercher les voix du vote du Sud. Et en fait, le Sud commence à voter pour les républicains avec Eisenhower, hein, en fait. Le début du basculement, ouais. c'est avec lui. En fait, c'est vraiment son projet de campagne de 52. Et on voit bien combien ce Sud lui en veut beaucoup d'avoir, d'une certaine manière, trahi en soutenant la déségrégation. C'est quoi la sociologie de l'électeur républicain dans ces années-là Alors, c'est un électeur plutôt classe moyenne et classe supérieure, plutôt un homme plutôt qu'une femme, plutôt âgé plutôt que jeune, plutôt petite ville ou très grande ville mais ayant réussi, et en train de s'implanter dans le sud, qui est tenu à l'époque par les sudistes démocrates, conservateurs et ségrégationnistes. Il y a un moment marquant de son mandat, enfin, c'est le début de la passation de pouvoir avec Truman, qui est extrêmement froide. On voit que les deux hommes se détestent et qu'ils n'ont pas du tout la même vision, ni de l'international, ni de la fonction présidentielle. Non, et puis ça nous rappelle que les transitions présidentielles ne se sont pas toujours bien passées
dans l'histoire. Adams et Jefferson, Adams en 1800 avait boudé et n'avait pas participé à la transition. Lui participe, mais on sent bien qu'il le fait par devoir et qu'il n'éprouve plus de respect pour Truman, qui le lui rend bien, puisque Truman estime qu'il a trahi, puisque il faut se rappeler quand même qu'il a été chef d'état-major des forces de l'armée de terre de Truman et qu'il a été le patron de l'OTAN grâce aussi à Truman. Et donc Truman estime qu'il a trahi pour ses ambitions personnelles. Et donc on sent bien que la relation entre les deux hommes est glaciale et qu'elle va mettre du temps à revenir à une forme de normalité. Il y a un autre moment marquant, qui reste aujourd'hui dans l'histoire, c'est la fin, son discours d'adieu, où il s'en prend au lobby militaire et à la puissance militaro-industrielle. Ça, c'est quelque chose qui a aussi marqué les esprits, qui aujourd'hui est encore cité comme un texte important de la vie politique. Oui, alors c'est un texte qu'il a beaucoup travaillé, puisque c'est un passage un peu obligé d'un président sortant de laisser un peu ses mémoires et ses conseils au pays et aux successeurs. Et c'est vrai que lorsqu'il il prononce ce discours, il prend le pays par surprise, qu'il ne comprend pas très très bien de quoi il parle, de quoi il s'agit. Alors évidemment, on lui donne du sens en sachant qu'il y a le Vietnam après, ce qu'on ne pouvait pas totalement savoir à l'époque. Mais je crois que c'est un peu le résumé de son expérience. On l'a dit, il est à l'état-major depuis le début des années 30, en fait, finalement. Donc il a, quand on regarde, fin des années 20, début des années 30 et départ début des années 60, il a 30 ans d'expérience. Et il a vu pendant ces 30 ans se constituer cette puissance montante des entreprises de défense. Et donc, il livre en quelque sorte sa lecture de 30 ans d'expérience dans un contexte où la guerre froide a fait que ce complexe militaro-industriel s'est installé, en fait. Qu'il est un très grand client du gouvernement fédéral, qui lui-même a des budgets colossaux et qui ont parfois localement un pouvoir extrêmement important. En Californie, par exemple, où vous avez des bases de l'armée, des industries de défense. Donc pour lui, ça interroge quand même la démocratie, cette puissance, j'oserais pas des forces de l'argent, puisque ça serait anachronique et nous renverrait vers la France, mais des forces de l'argent liées au secteur militaire, et comment ces forces de l'argent ont ses entrées à la Maison-Blanche un peu, mais surtout au Congrès, puisque c'est grâce à cet argent qu'il y a des think tanks, mais qu'il y a aussi possibilité de financer des campagnes électorales d'élus qui leur sont favorables. Vous voyez, c'est tout un cercle ou vertueux ou vicieux, ça dépend de quel bord on se place. Et donc, en fait, les hommes forts du Congrès sont des gens qui sont souvent élus dans des circonscriptions électorales où il y a des bases de l'armée et des grandes industries de défense, et qui, par définition, vont faire en sorte d'attribuer des marchés à ces mêmes acteurs pour renforcer leur pouvoir localement. Donc c'est une vraie question qui se pose, de savoir est-ce qu'une démocratie peut fonctionner ainsi. Donc il part en 1961, il décède en 1969, donc il voit le mandat de Kennedy, le début du Vietnam, l'échec aussi de Johnson. Donc finalement, tout ce qu'il avait un peu pressenti qui se délite. Et là, des États-Unis qui rentrent dans une forme de nouvelle guerre civile. Alors, guerre civile, peut-être pas, mais de division. Il en veut beaucoup, ses successeurs, qu'il estime pas compétents. Alors ça, c'est un trait de caractère. Sorti de lui, peu de gens sont censés être compétents. Et ils désapprouvent la manière dont ils mènent la guerre au Vietnam. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions pour arriver à la victoire. Ça, c'est un élément qui est incontestable. Il faut rappeler que dans ces années-là, où les présidents sont respectueux des usages, ils associent les ex, alors pas à leurs décisions, mais ils les tiennent informés de ce qui se passe, ils ont droit au briefing militaire, ils se passent des coups de fil pour leur demander leur avis. Donc c'est un ex-président qui discute de la guerre et de la manière de faire la guerre avec ses deux successeurs. Et il faut rappeler d'ailleurs que, redevenu un homme qui n'est plus président, il demande à retrouver ses fonctions de
de général de réserve, hein. Mmh. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a il se projette vraiment sur cette question militaire. Et puis la deuxième question, il le dit, c'est qu'il ne comprend pas la jeune génération. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de hiatus générationnel. Et même, il ne comprend pas sa propre famille, hein, euh, où il dit, ben voilà, ces jeunes, je ne comprends pas leur opposition à la guerre du Vietnam. Je ne comprends pas leur pacifisme, je ne comprends pas leurs manifestations, je ne comprends pas comment ils s'opposent à l'ordre établi. Et donc, il a l'impression d'être décalé par rapport à la société dans laquelle il vit. Et il a une fin de vie en la matière assez triste, de dire, voilà, on a fait tout ça, notre génération a fait tout ça, pour que le pays soit dans cet état. Donc lui, plutôt favorable à la guerre du Vietnam. C'est quelque chose qui... Oui. Alors, ce qui est contradictoire avec le complexe Oui. militaro-industriel, on en conviendra. Mais son problème, là, c'est le fait que, dans une logique de guerre froide, pour lui, il est inenvisageable que les autres gagnent. Donc, il faut gagner, il faut réaffirmer la primauté américaine. Et il estime d'ailleurs qu'il faudrait y mettre des moyens supplémentaires. Et il estime aussi que finalement, les deux présidents, Kennedy ni Johnson, n'ont pas su saisir véritablement les enjeux. Bien, merci beaucoup Merci à vous. nous avoir présenté en quelques minutes dans cette émission cet homme fascinant, important, qui est vraiment un élément alors, qui fait d'ailleurs un peu le lien aussi entre États-Unis et Europe, du fait de son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette biographie d'Eisenhower qui est parue chez Talandier, ça c'est la version de poche, il y a une version non poche, grand format, qui est paru il y a 2 ans maintenant. Et puis également un autre ouvrage consacré à Pearl Harbor et ce début de l'entrée américaine dans la Deuxième Guerre mondiale, enfin du moins de manière formelle. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien de conflit. À très bientôt. Bon, super.